Je vais partir à 10 heures, mais Michel nous avait proposé au tout début de juste faire une simple introduction, de montrer des projets que nous on trouve intéressants. C'est une manière pour vous de continuer à sentir quelles sont un peu les spécificités de vos 5 enseignants. Et c'est ça utile pour justement savoir vers qui vous dirigez en fonction des spécificités de votre projet sur lequel vous voulez travailler. Donc voilà, vous verrez que ça va aussi un petit peu introduire les cours, les deux petits mini-cours, mini-formations que moi je vous donnerai d'ici quelques semaines. Un premier schéma que je voulais vous montrer et qui illustre une certaine qualité dans le concept, dans le projet d'architecture, dans le design, à laquelle je pense qu'on est tous sensibles, mais c'est parfois on met des mots différents sur cette chose-là, c'est de se rendre compte qu'il y a 3 composantes dans le projet d'architecture qui ont intérêt tout simplement à être bien liées entre elles. Donc il y a l'architecture au sens de quel est votre concept et quelle forme vous lui donnez. Il y a la structure, donc j'ai vu quelle étudiante avait parlé de son expérience de l'année passée, de cette prise de conscience que ben voilà, en fait simplement la structure représente 75% de la matière de votre projet. Donc s'il y a moyen que ces 75% de matière puissent évidemment continuer à contribuer à votre concept, ben évidemment c'est toujours ça de gagner, plutôt que des projets où l'architecture se bat avec la structure, ben, c'est un peu inégal, et en tout cas il y a toujours des victimes là-dedans, et la première victime c'est vous. Et il y a le troisième pôle qui est la technologie, donc justement comment est-ce que les matériaux s'assemblent entre eux. C'est finalement un pôle qui est important, mais qu'on ne va pas beaucoup aborder par contre dans cette option. Dans cette option, finalement, c'est ça que j'ai mis entre parenthèses, dans cette option, on va plus se focaliser quand même sur le rapport entre architecture et structure, d'où le nom de l'option. Mais n'oubliez pas qu'en fait, en réalité, dans le projet, il y a toujours un troisième pôle qui existe, qui sera un peu fantôme, je dirais, dans le cadre de cette option-ci, mais qui est quand même là. Et c'est bien, en fait, on est bien face à un triangle, je dirais. On essaie de vraiment trouver cette bonne synergie, donc non seulement une bonne coopération, mais carrément d'arriver à une synergie entre ces 3 pôles où chacun contribue aussi. Donc à respecter par les 2 autres pôles et contribue carrément à poursuivre le discours de ces 2 autres pôles. Il y a différents termes pour signifier cette qualité de bonne fusion entre ces 3 pôles. Le terme que moi j'utilise classiquement c'est organicité, mais d'autres auteurs utilisent tectonique, c'est pas très important. Ceux qui étaient là l'année passée, ici en Master 1, bah voilà, vous savez qu'on a déjà un petit peu parlé dans le cadre du séminaire de conception intégrée, c'était un peu la même idée qui était en cours. Mais là par exemple, donc, pour ceux qui n'étaient pas là, il fallait créer une table dans un matériau inhabituel. Donc là par contre c'est le pôle technologique qui était plus mis en avant, je pense évidemment, notamment à votre travail avec les champignons. Voilà. Pour donner un exemple où là, la technologie évidemment était très très présente dans le design. Donc là l'accent est un petit peu plus déplacé sur architecture et structure. Donc ça va vraiment être l'horizon vers lequel moi j'essaie de vous emmener systématiquement. C'est arriver à trouver cette synergie entre la conception et la structure, qui a sa propre logique, et tout le parti architectural avec lequel vous venez, et de voir comment est-ce qu'on peut arriver à les faire se renforcer l'un l'autre. Ça c'est vraiment le but. Dans le meilleur des cas, ils se supportent l'un l'autre, enfin ils se respectent à minima, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin, et on verra une série d'exemples où ça a clairement été le cas. Peut-être un petit exemple d'un certain type d'organicité, c'est quand même assez particulier, qui est la production de l'architecte et ingénieur Philippe Samin, belge, qui a en fait la double formation, donc il est à la fois ingénieur et architecte, ou ingénieur-architecte, je ne sais plus très bien. Et systématiquement, chez lui, la structure est fortement très présente dans la vision qu'on a du projet, et elle est totalement assumée au service de son architecture. Là, on pourrait dire que c'est vraiment assez limite parce que c'est vraiment la structure qui constitue l'architecture, qui constitue l'esthétique du projet. Sa production appartient à ce qu'on pourrait appeler le mouvement high-tech, de manière assez claire. C'est un high-tech à la belge, c'est pas japonais ou anglais. Là, on a un exemple, par exemple, une station de pompiers. Donc, il a fait beaucoup de recherches, peut-être que je m'y référais d'ailleurs dans le cours d'optimisation, sur les couvertures d'espace, ou en tout cas la forme, donc, revenir au fait que la forme parabolique est une forme optimale du point de vue de la matière, on verra pourquoi. Et donc, il a fait toute une série de projets qui utilisent cette géométrie parabolique. Alors, si vous réfléchissez, on n'en connaît quand même pas des masses de bâtiments, en tout cas contemporains, avec cette forme qui apparaît. C'est pas fréquent, mais donc là c'est vraiment assumé au niveau de l'esthétique du projet, une forme qui est tout à fait juste au niveau de la structure. Et là par exemple ça a été combiné à
Il y a tout un versant qui est couvert de panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est des panneaux. C'est intéressant parce que donc, la pente, il y a plusieurs angles différents. Donc on a aussi finalement un angle qui est pas du tout, qui est relativement favorable justement pour bien capter les rayons du soleil. Donc ça se combine avec la technologie, parce que c'est la technologie des PV. Et après il y a en fait ici des grandes portes qui peuvent coulisser, je sais plus très bien, pour libérer la place, le passage des camions. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment seulement un type de fusion entre structure, architecture et technologie. Il y a vraiment la place pour développer votre propre synthèse à vous. Mais je prenais un exemple où les deux vraiment entrent en synergie l'un par rapport à l'autre. Bon, ça c'est l'exemple en fait que je pensais que Michel allait présenter, donc je ne vais pas m'appesantir dessus parce que je pense qu'il va en parler dans les cours de fonctionnement des structures. Tout ça pour dire qu'on a quand même un bel exemple, personnellement je trouve, en tout cas inspirant, parce qu'on ne fait plus les choses de la même manière, mais je crois que il a échangé, ça c'est donc en fait ça c'est la piscine de Longchamp et ça c'est l'auditoire Janson. Donc l'auditoire Janson, peut-être que vous avez déjà eu cours dedans d'ailleurs, en tout cas pour aller visiter sur le campus de l'ULB. On a effectivement, voilà, c'est la grande époque, années 50, 60, où on faisait beaucoup d'expérimentation au niveau des structures. Il y a plein de choses au niveau technique qui ont évolué, qui fait qu'on ne fait plus ce genre de choses, mais au niveau des formes, ça reste une époque qui est extrêmement inspirante et c'est vraiment important, je pense, de connaître l'histoire des structures de cette période-là particulièrement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration à en trouver pour les défis qui nous attendent, nous, aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on voit comme technique il y a 10-20 ans ne sont plus nécessairement adaptées aujourd'hui. Et il y a certainement des réinterprétations qu'on peut faire de ce genre de forme très expressive, mais expressive parce qu'elle respecte complètement la logique de la structure. Donc on arrive à des formes qui sont parfois limite organiques par rapport au code qu'on a aujourd'hui, qui sont soit une grande orthogonalité très régulière, encore moderniste, encore aujourd'hui, très rationnelle, ou à l'inverse, des formes complètement sculpturales à la Guéry, qui n'ont aucune logique structurale. Ça c'est, je pense, un des défis auxquels vous êtes confrontés dans notre culture actuelle, culture formelle et esthétique en architecture. Il y a malheureusement tout un courant qui est assez puissant, mais qui malheureusement est structural et donc implique des énormes quantités de matière qui sont consommées. Donc, il faut penser à Zaha Hadid, à plein d'architectes japonais. Donc c'est très intéressant au niveau plastique, mais malheureusement c'est absolument pas une bonne inspiration pour les défis de réduction de consommation de ressources pour la suite. On en reparlera dans le cadre du cours d'optimisation. Idem ici, encore un exemple de sa main. J'ai quand même, juste pour donner un exemple. Donc en fait, je passe sur tous les... Je ne sais pas si vous êtes déjà passé, puisque maintenant ce bâtiment est construit ou en phase d'être finalisé, donc il y a le gros problème, cette double façade est devenue assez peu transparente. Pour la petite histoire, initialement, cette façade était toute simple, et puis ça date d'il y a vraiment très longtemps. Puis il y a eu le 11 septembre, et du coup, tout ce qui est législation antiterroriste est arrivé, donc on a dû mettre une double façade pour empêcher les missiles d'arriver. Et donc maintenant, toute cette idée de transparence est complètement perdue. Mais pour moi, le plus intéressant dans ce projet, c'est en fait le système des plateaux circulaires, plus ou moins, qui est ici. Donc c'est en fait une combinaison de câbles qui passent comme ceci et de butons qui sont verticaux ici. Donc c'est un peu comme toutes des poutres sous-tendues mais qui sont mises en étoile, de manière rayonnante. Moi j'avais jamais vu cette typologie, je dirais, nulle part. Et en même temps c'est basé quand même sur quelque chose qui est tout à fait connu, qui est la poutre sous-tendue avec même un seul poinçon, donc c'est relativement simple. Mais tout ça pour montrer qu'encore aujourd'hui, donc ce qui fait dans les années 2000 en fait, le projet, il y a encore moyen d'innover, et il y a vraiment tout un champ. La structure, ça va parfois très figé de dire telle et telle typologie, mais en fait après on peut jouer avec au niveau géométrique, comment vous balancez un principe structural dans votre projet, avec toutes ces contraintes géométriques à lui, et pour arriver à des choses qui peuvent être très expressives au niveau plastique aussi, en plus d'être efficaces. Bon. Après, voilà, ça reste aussi un projet de sa main où vraiment la structure est vraiment très très mise en évidence, et ça on peut aussi, en termes de sensibilité, pas avoir cette envie-là non plus. Mais au niveau de l'esprit, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Ça je passe. Où je veux toute petite introduction à ce qu'on va voir dans le cours d'optimisation des structures. Donc le but c'est bien d'arriver à la légèreté, et rien que le mot légèreté
demande du travail, je dirais, dans le cadre d'une faculté d'architecture, parce que quand on dit légèreté, vous pensez, c'est tout à fait normal, plutôt à une sorte de légèreté visuelle dans un projet. Vous avez certainement déjà utilisé ce terme-là en jury. Et ici, on va parler d'une toute autre légèreté, qui est la légèreté matérielle, c'est-à-dire combien pèse mon bâtiment. C'est une question que probablement vous n'avez pas vraiment posée vraiment jusqu'à présent. Et d'ailleurs, ça peut mener à des structures qui sont qui prennent beaucoup de place visuellement. Donc souvent, la légèreté visuelle et la légèreté matérielle sont l'opposé l'une de l'autre. Donc, on va un peu remettre en question cette culture justement de la légèreté visuelle qu'on a, pour se rendre compte que souvent, en fait, ça correspond à des structures qui sont très lourdes et que donc bientôt on ne pourra plus se payer. Donc voilà, est-ce que vous continuez dans une impasse ou est-ce que vous essayez de développer une autre approche qui a plus d'avenir? Les 3 plans d'action, c'est pour vous rappeler donc, quel est justement votre rôle en tant qu'architecte. Donc le rôle de l'ingénieur, il est assez bien connu, c'est de dimensionner les structures, de dire ah, t'as mis une colonne là, ok, mais de faire autant pour tenir, la poutre, idem, etc. Mais vous, votre travail vient en amont dans votre conception de projet, qui est de dire je choisis une structure en colonne, colonne et poutre, ou bien je choisis une structure en arc, ou bien je choisis une structure en treillis. Enfin, la morphologie, c'est vous qui la choisissez. À la fois parce qu'elle a l'air adaptée je veux dire, aux conditions d'appui, par exemple, de votre bâtiment, mais aussi parce qu'au niveau formel, ça a l'air de bien aller avec votre projet, votre concept. Ensuite, vous avez évidemment le choix du matériau de construction, ça c'est aussi vous qui choisissez. Bon, maintenant, le béton, il est apparent. Maintenant, si c'était de l'acier ou du bois, peut-être que ce serait moins apparent. Ça dépend un peu. Maintenant, avec toutes les couches, disons, d'isolation qu'on doit mettre dans un bâtiment, le matériau n'est pas toujours apparent, mais enfin, évidemment, si on peut éviter ces couches supplémentaires, et tout d'un coup, le matériau que vous choisissez est important non seulement pour sa résistance, ses capacités structurales, mais aussi pour ses qualités esthétiques, sensorielles, etc. Donc ça résonne également avec votre partie architecturale. Et vous choisissez également les dimensions principales de la trame. Ainsi de dire, j'ai mis, je sais pas, 2 colonnes tous les 4 mètres. C'est pas très pratique dans une classe, mais bon, ce bâtiment n'était pas prévu pour être une école non plus à la base. Et donc ça, c'est aussi un choix que vous devez faire, de dire je fais une trame de X mètres sur X mètres. Non seulement ça a l'air de bien fonctionner avec l'usage qui se fait du bâtiment, mais c'est également intéressant pour la structure. Par exemple, si je reprends le projet que Michel vous a montré du pont Firth of Forth, où il y avait en fait donc une sorte de grande travée d'abord sur les appuis qui viennent dans l'eau, et puis il y avait la petite travée suspendue. C'est pas du tout la même dimension, on a une très très grande et une plus petite. Donc il y a une sorte de choix de tramage qui est fait, mais c'est moins évident que dans un bâtiment. Mais par exemple, c'est pas toujours le plus intéressant pour la structure de faire une trame qui est régulière. On verra rapidement ça, que parfois c'est intéressant d'avoir par exemple des travées extrêmes qui sont un peu plus courtes. Pour la structure, ce sera mieux. Évidemment, c'est pas du tout à l'idéal de trame assez régulière qu'on peut avoir dans tout un courant de l'architecture aujourd'hui. Donc voilà, il y aura toujours ce dialogue, je dirais, entre ce que vous devez choisir et quelle est la logique de la structure pour ces choix. Et puis, en face, vous avez votre appréciation sur le plan purement architectural et comment est-ce qu'on arrive à faire dialoguer les deux pour arriver à au moins un compromis à la belge et si possible, carrément une synergie. Oui, c'est une petite illustration que donc on verra au cours d'optimisation des proportions optimales. Donc là, par exemple, si on veut faire un arc, une couverture en arc, l'idéal, purement du point de vue du poids à la structure, c'est une parabole qui est ici à une tangente de 60 degrés, fine. Maintenant, après, quand on injecte ça dans le projet, ça peut mener à complètement changer, notamment les proportions. Donc là, vous avez une station-service, toujours de Philippe Samin, qui se basait sur cette forme-là. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait les appuis ne sont pas au bout, ils sont ici aux extrémités. Mais notamment, ce que je veux dire par là, c'est que tout a été complètement réécrasé. Pourquoi ? Bon, la structure du coup était plus lourde, c'est vrai. Mais du coup, ça permettait de limiter évidemment la surface à vitrer et la prise au vent du bâtiment. Donc, tout ça pour dire que toutes les proportions optimales qu'on va voir au cours d'optimisation, c'est juste une base. Après, c'est juste un point de départ. Après, vous l'injectez dans votre projet. Il y a toutes les autres contraintes qui vont aussi continuer à modeler, mais au moins vous avez un point de départ dont vous savez qu'il est juste par rapport à la structure. Mais ça reste vraiment juste un élément dans, je prends l'exemple du soliste,
qui serait la voix de la structure, je dirais, dans tout un orchestre dont vous êtes le chef que vous dirigez, mais il y a aussi plein d'autres voix, entre guillemets, qui s'expriment évidemment. La technologie, il y a la philosophie, il y a les usagers, etc. Ça, on a déjà parlé. Et pour terminer, donc je présenterai juste un projet auquel moi je suis sensible, même s'il est déjà assez vieux. Et c'est une introduction également au cours de modélisation des structures. Donc, je prends un exemple très particulier. C'est autour de la figure de Frei Otto, un architecte et ingénieur allemand, qui a été un grand praticien de l'utilisation des modèles structuraux pour développer des bâtiments. Et c'est pas uniquement, donc on n'est pas dans tester une structure que vous avez déjà esquissée, c'est sur base des conditions limites de mon projet, quelle serait la forme la plus idéale pour ma structure. Donc là par exemple, il y a d'abord tout un projet pour savoir où est-ce que la couverture de cette halle devait toucher le sol, où est-ce qu'elle devait s'ouvrir pour des ouvertures, etc. Et puis il a utilisé une méthode, les maquettes inversées, que je vais montrer tout de suite après, pour développer la forme complète de toute la couverture d'espace. C'est pas lui qui a décidé qu'elle allait avoir cette forme-là, c'est une méthode form finding, donc trouvons la forme, qu'il y a donnée. Et oui, pour la petite histoire, donc c'est une méthode analogique, je dirais, par maquette qui a été abandonnée assez rapidement une fois que les ordinateurs sont arrivés, mais Frei Otto a toujours été très clair par rapport à ça, de dire que selon lui, l'un ne remplace pas l'autre. Et donc lui, il a continué en tout cas jusqu'à la fin, il est mort cette année, je crois, malheureusement. Juste avant d'avoir le prix Pritzker, c'est vraiment pas de bol. Mais il a continué encore jusqu'à la fin à utiliser cette méthode plutôt par maquette pour développer ses projets et avec des résultats assez intéressants. Donc voilà, je vais présenter ce projet. J'ai pas encore eu la chance de visiter, je reviens un jour, il est toujours là, c'est à Manuel. Donc un petit aperçu de l'intérieur. Donc le principe c'est bien une maille en bois carré qui est ensuite recouverte d'une membrane, je pense. Mais vous voyez un peu le genre de... Enfin, ça donne quand même un projet qui est très expressif avec des ambiances différentes. Il y a un côté très plastique à l'expérience manifestement dans ce bâtiment et qui provient de, pourtant, pas une volonté plastique du concepteur. Ça vient juste de la logique pure de la structure. Donc voilà, je peux vous donner un aperçu comment est-ce que lui travaille. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, une application, la méthode des maquettes inversées, un peu comme Gaudi à la Sagrada Familia. Vous connaissez certainement cet exemple-là, mais c'est évidemment un peu plus développé. Avec ici des filets. On voyait bien qu'il a dû par contre choisir exactement quels étaient les points d'appui, quel était le périmètre d'appui. Et puis c'est la méthode qui vous donne effectivement les pentes et les longueurs. Enfin, il y a toujours un dialogue avec quand même la longueur qu'on donne à ce filet, mais la maquette indique effectivement quelle serait la forme idéale. Ensuite, le modèle a été mesuré et remis à l'endroit. Ça, je pense que c'était en plastique transparent, c'est vraiment lié aussi à l'époque du plastique. Et vous voyez que c'est retesté, donc rechargé par des petites barres en métal ici. Puis il y a donc le bâtiment qui a été monté, et en fait, encore une fois, il est testé, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des barils, de quoi ils étaient remplis, mais enfin, c'était des poids, qui étaient resuspendus à une partie du toit, on ne voit pas les fils, pour retester quand même la maquette, qui est son propre, enfin, pardon, le bâtiment qui est son propre prototype, du coup. Il y avait un cas spécial de charge de neige, un peu exceptionnel, qui voulait être sûr de tester, voilà, pour être sûr que ça n'allait pas s'écrouler, s'il y avait vraiment ce cas très défavorable qui arrivait. Donc là, on était avec la logique du prototype, mais carrément jusqu'au moment où le bâtiment est réalisé. Évidemment, ça serait plus très économique à faire aujourd'hui. C'était aussi quand même un peu les Golden 60s. On pouvait encore se permettre ce genre de choses. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Néanmoins, dans la démarche, il y a vraiment quelque chose qui reste tout à fait inspirant, je pense, pour votre mission à vous, voilà, qui est de développer une bonne structure à tout point de vue, donc au point de vue de la structure, au point de vue architecture aussi, dans votre projet. C'est juste un exemple, je pense justement qu'il vient de l'option il y a quelques années. Voilà, une étudiante qui a développé une structure qui n'était pas du tout évidente ou qui n'a pas une typologie tout à fait classique, mais qu'elle a développé grâce aux maquettes, pas nécessairement les maquettes inversées que j'ai présentées juste avant, mais en tout cas les travails sur maquettes que nous on va faire. Voilà. Donc je vous donne la parole à Michel. On peut faire un petit